Jusqu'à 1h sur Europe 1. Caroline Dublanche. Après cette soirée consacrée au football, la nuit est à vous maintenant sur Europe 1. Nous sommes en direct jusqu'à 1h du matin, 2h volées à la nuit pour parler en toute quiétude de vous et de votre vie. Amandine et Paul attendent vos appels au 39 21 sous l'œil attentif de Philippe Chartier qui est aux manettes. Et je compte également sur vos commentaires, sur vos réflexions, que ce soit par mail sur le site europe1.fr, sur la page Facebook de l'émission ou encore par SMS au 7 39 21 en commençant bien votre SMS par le mot nuit. Et je voulais faire un petit clin d'œil très amical à Alix qui vit dans ces belles montagnes provençales et qui envoie plein de jolies pensées à tous les auditeurs de la libre antenne. Allez, on va sans plus attendre accueillir Sylvie, je crois. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Voilà Caroline, je vous expose en deux mots un petit peu le souci que j'ai en ce moment. Oui. J'ai ma petite belle-fille qui a 18 ans, qui est toute jeunette, qui est adorable comme tout. Enfin, vraiment, c'est un amour. Elle est très discrète, très très introvertie. Bon, sachant que c'est une petite qui a eu un très lourd passé. Quand vous dites belle-fille, c'est pas la fille de votre compagnon, c'est. Non, excusez-moi, oui, pardon, c'est la petite amie de mon fils qui va avoir 19 ans. D'accord. Voilà, non, c'était pour. Ça fait 2 ans et demi Oui, vous aimeriez bien la voir pour belle-fille. Elle vous plaît beaucoup. En tout cas, là, Elle vous plaît, vu la façon dont vous m'en parlez. Oui, d'accord. Oui, elle est adorable, c'est vraiment un petit amour. Voilà, et il se trouve que cette petite, elle a eu pas mal de soucis par le passé, puisqu'elle a perdu son papa à l'âge de 2 ans et demi, d'un accident de voiture. Le papa avait 37 ans. Donc ensuite, sa maman s'est remise avec un autre monsieur, qui a pris donc ma petite belle-fille à l'âge de, on va dire, 3 ans et demi. Et depuis, il s'en est occupé jusqu'à présent. D'accord. Bon, sachant qu'elle vivait quand même chez sa maman, mais elle voyait très régulièrement son beau-père, puisque la maman de la petite et le beau-père étaient séparés depuis 2 ans. Oui, c'est récent leur séparation. Donc c'est ce monsieur qui s'est occupé de cette jeune fille. Mais ce monsieur est décédé et on l'enterre vendredi. Oh là là, c'est pas de chance pour elle. Parce qu'elle aimait beaucoup ce monsieur. Elle l'adorait, mais c'est vraiment. C'est pas de chance, décidément, oui, la pauvre. Et il est mort d'un accident de la route aussi. Aussi. Ouais. Voilà, donc évidemment que c'est très très difficile pour elle. Et moi, j'ai beaucoup de peine pour elle. Et donc, il se trouve que la maman, il était prévu que jusqu'à présent, elle aille avec sa fille à l'enterrement. Oui. Sachant que sa maman s'est remise avec un monsieur depuis 2 ans à peu près, pas tout à fait, un petit peu moins. Et au départ, il était dit que la maman, donc, il y avait aucun souci. Elle voulait être là pour soutenir sa fille, qui avait aucune raison qu'elle n'y aille pas, que c'était simplement pour la petite, etc. Donc, il se trouve qu'avec cette maman, nous, on est amis, toutes les deux. D'accord. Donc, moi, elle m'avait un petit peu demandé ce que j'en pensais. Bon, moi, je dis que c'était moi, j'étais tout à fait pour qu'elle aille avec la petite, parce que je trouve que c'était sa place. Bon, sachant que son ami à elle, quand il a su ça, il a dit, écoute, si tu vas à l'enterrement de X, moi je quitte la maison, je m'en vais. Oh là là, mais c'est déplacé la réaction de cet homme-là. Enfin, c'est déjà, comme vous dites, elle le fait pour sa fille. Enfin, elle accompagne. Et puis c'est quand même un homme qui a compté dans sa vie, puisque il a une réaction un peu imbécile là, je trouve. Très violente. Très personnel de dire ça, comme si c'était lui faire un affront que d'aller aux obsèques de ce monsieur. C'est n'importe quoi. Bon, si vous voulez, du coup, elle cède à ça, écoutez, il faut savoir qui elle privilégie quand même, ce monsieur ou sa fille. Vous pouvez lui dire un peu à votre amie, non? Alors justement, elle m'a rappelé hier en me disant, écoute Sylvie, ma décision est prise, je n'irai pas à l'enterrement. C'est pas bien pour sa fille. Alors moi, j'étais
Enfin, je vous avoue que j'étais un petit peu froide au téléphone. Oui. Et mon fils m'a rappelé dans la lance. Non, moi j'ai rappelé mes filles aînées, qui sont des adultes, qui sont des femmes, pour savoir un petit peu ce qu'elles en pensaient, parce que je me dis peut-être que c'est moi qui extrapole un peu trop. Enfin, vous savez, mes filles me disent, mais maman, elle me dit, mais tu plaisantes? C'est choquant, je trouve, c'est choquant. Voilà, très choquant. Pour sa fille, enfin, puisque c'est un monsieur qui lui a tenu lieu de père à cette jeune fille, puisque vous me dites très vite, il est arrivé dans la vie de sa mère après le décès de son père. Il lui a appris. C'est lui qui lui a appris à faire la trottinette. Elle a toutes les photos, la petite. Il lui a tout. Oui, et cette dame, votre amie, elle a passé toutes ces années elle a eu de la chance de rencontrer finalement un monsieur qui a pris soin d'elle et de. 3 filles, elle a fait, hein. Elle, spontanément, elle avait 3 filles. Oui, 3 filles. Oui. Mais spontanément, votre amie, elle est pas partie en mauvais termes avec cet homme. Non, franchement, non. En fait, elle est. Bon, non. Alors d'autant fait, plus, on peut. Non. Mais là, la réaction de son compagnon actuel est, je trouve, très égoïste. Ah, je trouve. Parce qu'il réagit, et peut-être qu'il pourrait, il a pu réagir sur un coup d'humeur comme ça, mais elle devrait pas céder, je trouve. Elle devrait lui expliquer, lui dire, écoute, tu comprends bien que pour ma fille, c'est important que j'y sois, pour la soutenir, parce que ça va être un moment difficile pour elle, et c'est ma place d'être à ses côtés. Oui, mais justement, c'est ce qu'elle lui a dit au départ, et il lui a répondu que de toute manière, c'était plus un bébé, qu'elle avait 18 ans, oh là là. Qu'elle avait son petit chéri, comme dit donc mon fils, mais qui n'a que 19, je veux dire, il est très chagriné lui aussi, parce qu'il le connaissait. Bah, bien sûr. Donc bien c'est sûr. ces 2 jeunes qui vont... Moi, de toute façon, vous savez, de la part de cet homme, c'est vraiment, il a aucune empathie, c'est vraiment pas gentil de sa part de réagir comme ça. Il est très très égoïste cet homme-là. Écoutez, ça me fait beaucoup de peine pour la petite, mais ça me rassure que vous suiviez un petit peu ce que je dis. Oui, parce que vous demandiez, c'est pour ça que vous aviez demandé à vos amies aussi ce qu'elles en pensaient. À mes filles, moi j'ai demandé à mes filles, mes grandes. Elles étaient choquées aussi. Alors choquées, mais vraiment. Et alors par contre, j'en ai parlé à un monsieur qui lui n'a pas du tout réagi de la même manière. Alors c'est curieux, lui, qu'est-ce qu'il vous a dit? Un monsieur que je connais, un ami. Lui, il m'a dit que je n'avais pas à m'en occuper, que ça ne me regardait pas. Alors je lui ai dit, mais je suis bien d'accord que ça ne me regarde pas. Mais la maman m'en a parlé, donc qui est mon amie, la maman de la petite. J'ai donc, moi, je lui ai donné mon avis. Oui. Il me dit, lui, il dit que c'est pas normal qu'elle aille à l'enterrement de son ex-conjoint. Bon. Oh là là, mais c'est curieux les réactions des gens, et comme si, et en plus ils ne voient que leur petite histoire de couple, et combien même d'ailleurs, une personne qu'on a aimée dans la mesure où il ne s'est pas passé, où ils ne se sont pas quittés en mauvais termes, où il n'y a pas eu, on peut désirer finalement parce que cette personne a compté se rendre à ses obsèques, mais en plus là, c'est pour être présente auprès de sa fille, ça serait pour être un soutien, puisque ce monsieur-là, qui malheureusement vient de décéder, a eu une fonction de père auprès de cette jeune fille. Vous dites, il s'est occupé d'elle, comme sa propre fille. Me dites-vous, avec beaucoup d'amour, beaucoup d'attention. Donc c'est évidemment normal que cette jeune fille soit là. Et je trouve, c'est ce qu'il faudrait. Si cet homme réagissait de façon un peu moins égoïste, il comprendrait que c'est pas l'ex-compagne qui va aux obsèques, c'est la mère de cette jeune fille. Et elle devrait, je trouve que, voyez, parfois on cède trop facilement à des choses comme ça. On le paie plus tard, parce que ça c'est quand même révélateur d'une personnalité. Il faudrait pouvoir tenir bon et pouvoir expliquer tranquillement en disant qu'est-ce que c'est que ce chantage, ma fille, c'est déjà très douloureux pour elle, et aller lui répondre que c'est plus un bébé, c'est honteux, je trouve. D'abord parce qu'elle n'a que 18 ans, et en plus, compte tenu de son histoire, elle a quand même perdu son père, elle avait 2 ans et demi. Ce monsieur qui lui en tient lieu, qui s'est occupé d'elle avec toute la tendresse d'un père, et qui malheureusement lui aussi décède, ça fait beaucoup, quoi. Donc au lieu de raisonner autour de sa petite personne, il ferait bien de penser à cette jeune fille, cet homme. Écoutez, moi j'ai eu mon fils au téléphone, qui était atterré de la situation. Oui. Il me dit, de toute manière, maman, il me dit, moi je vais te dire, sa copine, ma petite belle-fille, elle part habiter avec lui cet été, parce que lui, il a déjà un appartement, et il me dit, mais sa fille, elle va près de la revoir.
parce qu'elle lui en veut énormément, énormément. Mais je comprends. Elle va lui en vouloir à sa mère. Et c'est dommage. Elle est adorable. Mais si vous voulez, comme c'est une petite qui dit jamais rien. Elle est blessée. Elle garde tout en elle. Elle a simplement dit à sa maman, mais maman, tu viens pas. Elle était quand même vécu 13 ans et demi avec lui. Oui. Tu me laisses y aller toute seule. Voilà. Et je trouve, pour cette jeune fille, ça a un côté très angoissant, même dans les relations, enfin, dans ce que ça laisse à penser que, bon, on peut vivre comme ça, passer des années auprès de quelqu'un, une personne avec qui, ensemble, on élève un enfant, et puis finalement, quand on rencontre quelqu'un d'autre, c'est comme si cette personne-là n'avait jamais existé, ne comptait pas. C'est angoissant, je trouve. Moi, j'étais très, très choquée, hein, vraiment. Quand elle m'a appris, là, qu'elle m'a dit finalement. Alors, qui va être auprès d'elle finalement? Elle connaît la famille de ce monsieur là, puisque elle était, enfin, je sais pas même si c'est pas du même sang, vous dites qu'il s'est occupé d'elle vraiment comme un père, donc elle allait dans sa famille à cet homme. Alors non, parce que lui ne parlait plus à ses parents depuis une vingtaine d'années, je crois. Il était fâché avec ses parents. Qui habitent pas ici, mais bon, c'est quand même eux qui assument malheureusement tout ce qui est l'enterrement. Alors, qui va l'accompagner, votre fils? Alors c'est mon fils, mais moi je vais les rejoindre. Moi je dis que je Vous le connaissiez, vous, ce monsieur? Oui, oui, on a fait des soirées ensemble et tout. Oui, donc c'est bien qu'elle soit. Mais ça, malheureusement, le fait que essayez quand même vous pouvez sans dire à votre ami, dire, tu sais, c'est dur de la laisser seule à un moment pareil. Tu ne devrais pas céder, et lui dire, elle risque de t'en vouloir. Parce que c'est des moments qui marquent, hein, forcément, et dire, elle risque de t'en vouloir, de ne pas avoir été là à un moment. Aussi crucial pour elle. Ouais. Quand même, vous pouvez le dire à votre amie. Après, elle décide. Mais je trouve qu'elle fasse attention. Parce que vraiment, là, lui dire que il ne tient pas du tout compte. Je trouve autant le monsieur là dont on parle, qui est décédé, a porté une attention, enfin, aux enfants. Autant ce nouveau compagnon avec qui est votre ami, il s'en fout complètement. Hein. Il y a que lui qui compte là. Ouais, on est bien d'accord. C'est ce que dit d'ailleurs Kat. Elle dit, ça prouve que ce nouveau compagnon mérite pas la relation qu'il a. Enfin, elle aura d'autres problèmes, hein, certainement, avec cet homme. Je pense, oui. Déjà, il s'est fâché avec la fille aînée de mon ami, donc la grande sœur de la petite, là, qui a 18 ans. Elle a 34 ans. Si vous voulez, sa fille ne peut plus venir à la maison. Pourquoi? Quand lui est là. Oui, vous voyez, il va l'éloigner de ses enfants. Ouais. Voyez? Fou, hein. Ouais, c'est fou. Parce que déjà, la réaction qu'il a... Il a des enfants, cet homme-là? Oui. Alors oui, là, une fille de 25 parce que ans, aller dire sur une petite jeune fille de 18 ans qui perd l'homme qui lui tenait lieu de père, son beau-père, et aller dire peut bien y aller toute seule, c'est plus un bébé, ça témoigne d'un manque d'attention, de compassion, il va vous voyez, déjà elle est fâchée avec, la grande fille ne peut plus venir, il va l'éloigner. Alors si elle a pas suffisamment de personnalité pour s'affirmer, c'est bien dommage. Hein. Je pense que c'est dommage pour les enfants. Plus. Elle est très soumise en fait dans la relation, dans la relation avec les hommes, quoi. Après c'est mon avis, après je veux dire, mais là ça touche la petite, donc moi ça m'a, je vous assure, j'y pense depuis quelques jours là et ça me, je suis pas à l'aise. C'est moche pour cette jeune fille. Je suis d'accord avec vous parce elle aurait besoin d'être entourée. Et aussi la présence de sa mère validerait, confirmerait tout ce qui a existé et qui a eu lieu. Et parce que là aussi, je vous dis, ça donne une image des relations de couple assez angoissantes. Enfin, comme si une fois qu'on était séparés, la personne disparaissait, ne comptait plus, n'avait plus aucune. Alors que ce monsieur, même si sa mère était séparée avec lui depuis 2 ans, il a contribué à la construire aussi, cette jeune femme. Bien sûr, il est important pour elle. Oui, bien sûr. Mais il a tout appris. Il a vraiment servi de père. Essayez quand même. Je ne sais pas quand ont lieu les obsèques. Vendredi. Essayez quand même et ne parlez pas.
quitter le terrain de sa relation de couple parce que ça risque d'être mal perçu de votre part, vous voyez, même si vous dites qu'elle est un peu, voilà, vous n'en pensez pas moins, mais axez vraiment sur sa fille, parler à la mère, quoi, en disant, tu sais, vraiment la petite c'est dur de la laisser seule, et d'ailleurs dire, écoute, moi à ce moment-là, de toute façon, j'irai parce que j'aimais beaucoup, bon, voilà. Ouais. Mais surtout je vous avoue, c'est vraiment pour la petite. Mais dire, je pourrais jamais compenser. Elle a besoin de toi. Et c'est quand même de lui dire, elle a besoin de toi. Et si tu n'es pas là à un moment comme ça, elle risque de t'en vouloir. C'est clair. Et puis c'est ce que dit Isabelle, il faudrait pas qu'elle cède parce que ça promet pour l'avenir, dans sa relation. Et il y a Sergio qui dit, cet homme-là réagit de façon imbécile. Cette dame se doit d'accompagner sa fille aux obsèques et il n'y a pas lieu de céder. Bon. Mais vous pouvez pas changer et agir pour votre ami, ça c'est... Écoutez, vous savez, Caroline, moi je pense que je vais peut-être lui faire écouter le... Mais non, je ne suis pas sûre. Moi, je n'y vois aucun inconvénient, mais par rapport... Le podcast... Moi, si vous voulez, d'extérieur, quoi, comment dire, d'avis extérieur, elle va peut-être plus réaliser la chose. Oui, mais alors, c'est un peu à double tranchant, je vais vous dire. Moi, elle pourrait aussi être assez blessée, vexée, que vous parliez d'elle. Voyez, à la radio, et que ça renvoie une image pas très positive, et elle pourrait dire, elle pourrait vous dire, mais enfin, de quoi tu te mêles, vous voyez, d'autant que vous avez dit vous trouvez qu'elle est un peu soumise dans sa relation, mais entre le dire comme ça en tête à tête, et puis en parler avec un tiers, non, moi je pense que vous pouvez, je ne vous le conseille pas. Parfois, je dis, ça peut permettre de ce qu'on n'arrive pas à dire soi, de peut-être faire que la personne entende aussi ce qu'on a envie de dire et pouvoir développer vraiment sa pensée, exprimer ses sentiments. Là, dans cette situation-là, je peux me tromper, après tout. Je peux me tromper. Mais je crains que ça n'envenime les choses plus que ça ne les apaise. Oui, peut-être, vous êtes peut-être, Je pense que vous pouvez essayer, encore une dernière fois, en disant, écoute, j'en ai parlé, vous pouvez dire, j'en ai parlé avec elle, tu sais, elle est déjà très malheureuse, et lui dire clairement, il n'y a pas lieu de développer... Ne parlez pas du tout de sa relation ou de cet homme, parce que si vous le dénigrez, et c'est pour ça, là, on en a parlé, elle risque de très mal le prendre, et bon. Donc, plutôt lui parler de sa fille en disant, tu sais, elle a besoin de toi, c'est tout. Elle a besoin de toi. Vous savez ce qu'elle m'a dit, parce que ça, j'en avais parlé, elle m'a dit que sa fille, elle va partir donc de la maison, qu'elle va faire sa vie, et que c'est elle, après, qui va se retrouver toute seule à la maison, et qu'elle veut pas que son homme s'en aille, puis qu'après elle se retrouve toute seule. Mais alors, si elle est prête à tout accepter pour que cet homme-là ne s'en aille pas, elle va se fâcher avec tous ses enfants ? Voilà. Enfin, vous voyez bien que cet homme, au fond, déjà avec la première fille, il y a eu des embrouilles, elle peut plus venir quand il est là. La petite, on voit là ce qui se passe, c'est honteux. Voilà. C'est comme, et ne serait-ce comme le dit Val, en plus, bien sûr pour sa fille, ça serait sa place d'être auprès d'elle pour la soutenir, mais je trouve en plus par reconnaissance vis-à-vis de cet homme, où vous me dites qu'il ne s'est rien passé de grave entre eux, ils se sont quittés, mais bon, parce qu'après il y aurait pu y avoir aussi dans le couple des problèmes, et comme le dit Val, par reconnaissance aussi par rapport à cet homme qui a élevé ses enfants. C'est ce qu'il disait au départ. Tout au début, quand elle a appris le décès, c'est ce qu'elle disait. Non, il faut que j'y aille. Tout ce qu'il a fait pour la petite, voilà, c'est ce qu'elle disait. Ben oui, mais elle s'est laissée embobiner, C'est ça. Bon, ça, malheureusement, vous n'y pouvez rien. Non, et la petite, essayez, si malheureusement votre amie ne vient pas, de dire... d'essayer, de ne pas rajouter à sa peine et en jetant de l'huile sur le feu, ne pas critiquer sa mère en disant, tu sais, ta mère est elle est peut-être un peu fragile, enfin, essayer de... Oui, bien sûr. Parce que la petite, déjà, elle perd cet homme qui comptait beaucoup. Il s'agit pas... Et éviter aussi, si elle dit, je la verrai plus ou quoi, dire, c'est dommage, tu sais, ne te prive pas. Voilà. Essayez plutôt d'apaiser les choses, si vous le pouvez. Fait, bien sûr. On espère, il y a quelqu'un qui dit, j'espère que vous allez arriver à la convaincre, votre amie, parce que ce serait bien pour la petite. Je vous tiendrai au courant. Bon courage alors. Merci Caroline et bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée Sylvie. Merci. Au revoir. Caroline, au revoir. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Bonsoir. C'est plus facile d'écouter
chanter que de parler. Oui, bien sûr. C'est la première fois que vous appelez? Oui. Oui, c'est parce que vous avez entendu Jean-Claude hier qui... J'ai entendu hier un homme qui s'était fait escroquer sur Internet. Oui, c'est ce qui vous a donné envie de nous relater un peu votre expérience. Envie d'écouter, enfin de parler, moi aussi. De votre expérience, de votre mésaventure. De mon expérience, oui. Alors vous inquiétez pas, vous savez Philippe, c'est les premières minutes qui sont un petit peu impressionnantes, et puis après, quand vous nous parlez, quand vous êtes dans votre histoire, le trac diminue, hein. Mais j'espère. Mais oui, vous inquiétez pas, vous passez pas un examen là, Philippe. Non. Hein, on va pas, il y a pas, le jury est très bienveillant en tout cas, donc rassurez-vous. Amandine est très bienveillante. Ah oui, Amandine, elle est très douce et accueillante, c'est vrai. C'est vrai. Mais les auditeurs aussi, vous inquiétez pas. Donc vous vous êtes inscrit sur un site le plus aussi célèbre des sites de rencontres. Oui. Et je pensais pas me faire escroquer. Ben oui, j'imagine. Et c'était soi-disant une Russe qui vivait en France. D'accord. Vous étiez sur un site connu au départ Comment ? Vous étiez sur un site connu, enfin, de rencontre? Oui, le plus connu. Le plus connu, d'accord. Et elle m'a vite fait changer pour discuter directement sur Internet. Oui. Et elle m'a envoyé des longues lettres, des longs mails enflammés, slaves, romantiques et tout. Ah, l'âme slave et le charme. L'âme slave avec le charme. Je comprends que vous ayez succombé. On m'a envoyé des photos aussi d'elle ou de quelqu'un d'autre. Et quand on devait se voir, elle m'a soi-disant dit qu'elle devait rentrer à Moscou parce que sa fille était hospitalisée. D'accord. Et après, elle m'a dit qu'elle pouvait plus sortir de Russie parce qu'elle devait 3800 € et que là-bas, on ne sortait pas si on avait des aides envers de l'État. Alors j'en sais rien. Que sa fille n'aurait pas payé de loyer. Oui, enfin c'est ce qu'elle vous disait. Elle avait 2000 € et elle me demandait 1800 €. Elle vous demandait donc 1800 €. Vous ne l'avez jamais rencontrée, cette femme? Non. Non, j'ai c'est jamais ça. rencontré. Au départ, elle vous disait habiter Orléans, là. Oui. Donc proche de chez vous? Oui. D'accord. Et en fait, vous avez communiqué combien de temps ensemble par mail? 3 semaines environ. 3 semaines. Donc là, elle vous raconte qu'elle doit partir précipitamment à Moscou, sa fille étant malade. Et puis là-bas, une fois là-bas, elle peut plus revenir si elle n'a pas la somme. Voilà. Bon. Et vous lui avez envoyé? Non. Ah c'est bien. Je me suis méfié. Oui, vous avez eu un moment quand même, vous vous êtes dit ça, il y a un truc qui colle pas. Oui. Bon. Et l'inspection du site m'a dit que c'était une arnaque africaine, sans doute. Oui, il y a toutes sortes d'arnaques d'ailleurs. J'ai un auditeur hier qui disait c'est un peu ennuyeux parce qu'à chaque fois qu'on parle des escroqueries sur Internet, on cite toujours l'Afrique. Et après tout, il a raison, même si ça revient souvent. Il y a aussi des escrocs, il y en a partout. Hein. Oui. C'est pour ça que maintenant je me méfie du site. Mais en tout cas, vous avez été perspicace là sur c'est-à-dire que vous auriez pu, parce que comme vous dites, elle vous avait envoyé des mails enflammés, des photos certainement où elle était très belle. Oui. Bon, donc vous auriez pu dire, voyez, un peu dans la foulée, lui envoyer l'argent sans réfléchir. Oui, donc oui. Et vous avez en plus alerté le site. Oui. D'accord. Bon, donc en plus c'est bien parce que comme ça après il les bloque. Alors il y en a d'autres qui se remettent dessus, mais quand même il les bloque. Vous avez eu un bon réflexe. Merci.
de prévenir le site et de voir. Bon, parce que toutes ces histoires-là, déjà de toute façon, dans une histoire, dans une rencontre comme ça, la personne qui, sans que ça soit derrière une escroquerie forcément, mais qui vous envoie des témoignages, enfin des mails, et qui s'enflamme, et avant même que vous vous soyez rencontrés. Alors, je sais, il y aura toujours des auditeurs et des auditrices qui me diront que ils ont commencé à avoir un vrai coup de cœur sans même s'être rencontrés dans les échanges, parce qu'il se passait. Elle n'avait pas envoyé son numéro de téléphone, par exemple. Oui. Oui, donc il y avait des trucs qui ne collaient pas. C'est-à-dire qu'après, si on sent qu'il y a une accroche, c'est important à ce moment-là, après, d'échanger les numéros et de se parler directement et sans trop attendre, de pouvoir se rencontrer. Parce que là, on se fait vraiment une idée. Oui. Parce qu'après tout, ça sert à rien non plus de s'emballer, de fantasmer sur quelqu'un. Rester en ligne des semaines et des mois, autant voir la personne et ce qu'il en est, parce que parfois ça ne correspond pas à ce que l'on s'était imaginé. Vous voyez ? Oui. Et là, ça profitait de ma solitude affective. Oui, parce qu'il y a longtemps que vous êtes seul ? Ça fait 1 an que ma copine m'a quitté. D'accord. Et ma mère est décédée au mois d'août. Ah oui. Et que je l'appelais 3 fois par jour, donc je suis seul. Oui. Vous vous sentez très seul en ce moment. Et puis j'ai un traitement psychique depuis 17 ans. Mm-hmm. Donc ça fait lourd. Oui, mais en même temps, vous prenez des anxiolytiques, c'est ça ? Des anxiolytiques, des antidépresseurs, des somnifères. Oui, ça fait beaucoup. Et ça fait beaucoup. Et vous en avez... Alors, bon, là, il y a eu cette séparation. J'ai pas pris. Vous n'avez pas pris quoi ce soir ? Ah ben, j'ai rien pris ce soir. Ah bon ? Mais les antidépresseurs, ça se prend plutôt le matin, en général. Ah oui, c'est le matin, oui. Voilà, ça c'est le matin. Mais vous avez bien fait de ne pas prendre vos somnifères avant le passage à l'antenne. Ouais, non. Parce que sinon, les somnifères, ça agit très vite. Hein. Oui. Donc, vous n'auriez pas eu l'esprit très clair. Non. Il faut vous donner un peu de temps. Vous êtes parallèlement à ces traitements. Est-ce que vous êtes un peu soutenu actuellement psychologiquement ? Je vois 2 psychiatres. Mais alors un qui vous prescrit le traitement ? Des médicaments, puis un qui discute avec moi. Oui, et vous le voyez régulièrement, celui avec qui vous discutez ? Une fois par mois. Ça vous suffit ? Ben, pour le moment, oui. Oui. Bon. Vous lui en parlez de votre solitude ? Ah oui, il le sait. Vous travaillez ? Non, je suis en location adulte handicapé. D'accord. Bon. Et j'ai des problèmes d'alcool aussi. Oui. Oui, ça fait... La solitude, ça engendre de l'alcool souvent. Et vous êtes suivi pour ça ou pas ? Parce que... Non. Mais oui, mais c'est là où ça serait peut-être important de voir un peu, parce que de revoir même peut-être votre traitement d'ailleurs par rapport à ça, en voyant un peu un service d'addictologie. Vous êtes proche d'un hôpital, d'un centre hospitalier régional ? Oui, mais je vais quitter la ville parce qu'il faut que je déménage pour retourner dans ma ville d'origine, une petite ville industrielle en déclin. D'accord. Vous avez des attaches familiales là-bas ? Oui, j'ai ma famille là-bas. Donc c'est bien ça pour vous. Vous vous sentirez déjà moins seul. Oui, mais j'ai mes amis ici. Ah, mais ils pourront peut-être venir vous voir. Oui. Non ? Vous pourrez venir les voir de temps en temps et eux viendront vous voir. Peut-être. Et puis vous ferez d'autres amis. Oui, j'espère. Aussi. Mais en tout cas, c'est peut-être pas le meilleur moment pour actuellement là, entre cette séparation. Enfin, vous pouvez, si après tout, ça peut vous faire du bien aussi de faire des rencontres. Mais quand on est dans une période comme ça, enfin un peu déprimée, c'est pas forcément, je sais pas, le meilleur moment pour faire des rencontres, quoi. D'accord.
Faudrait peut-être déjà essayer de toute façon, bon, là, vous allez changer de région. Vous comptez partir quand? Le mois de juin. Oui, c'est bientôt alors, là. Donc vous allez être occupé, puisque vous allez avoir plein de démarches à faire. Ah oui. Hein, donc plein de démarches pour changer de région, retrouver votre famille. Ça va vous donner un petit coup de fouet, quand même, j'espère, de retrouver votre famille. Et puis peut-être, à ce moment-là, si vous sentez que vous avez toujours ces problèmes d'alcool, parce que si vous vous alcoolisez et que parallèlement vous continuez à prendre ce traitement, ça, c'est pas bon, quoi. Pas bon, non. Il vous le dit, votre psychiatre, certainement. Il me l'a dit, oui. Ça ne fait que plus... les antidépresseurs avec l'alcool, ça fait qu'on est encore plus déprimé. Ah bon? Ben oui, souvent. Donc les réveils doivent être difficiles parfois. Ah oui, je me lève tard. Oui. Et même en se levant tard, on n'est pas d'équerre. C'est Europe 1 qui vous réveille? Oui. Ben c'est bien parce qu'on est là à tout moment de la journée. C'est pas moi qui vous réveille quand même, Philippe. Bon, vous levez un peu plus tôt. Moi, je m'endors en écoutant votre émission. D'accord. Bon, donc vous vous couchez un peu tard. Et qui est-ce qui vous réveille alors qu'on arrive? Je vais pas vous demander l'heure de votre réveil, je veux pas vous mettre mal à l'aise, mais alors que vous vous réveillez avec qui? Elena Morna. D'accord. Oh, ben vous vous réveillez pas trop tard alors? Oh, ben, c'est relatif. C'est relatif. Bah, non, moi je pensais que vous leviez dans l'après-midi, moi, vous voyez? Ah non. Avec Alessandra Sublet. Donc non, vous... Donc finalement... quand même pas. J'écoute, mais... Vous l'écoutez, mais... pas, Oh, bah si c'est Elena avec qui vous prenez le café ou le thé, ça va, tout se passe bien. Ne dormez pas tant que ça. Oui. Hein? Oui, j'aime bien écouter Contre Clou le matin. Ah ben ça je comprends. Oui. Vous n'avez pas entendu Jérôme Commandeur ce matin aussi? Parce qu'il a fait, il a fait une petite parodie de l'émission avec un certain Donald Trump qui appelait. Ah non, j'ai pas entendu. Vous n'avez pas entendu ça. Bon. Écoutez Philippe, pour le moment, là vous allez être bien occupé, changer de région et peut-être quand vous allez être proche de votre famille, ça vaut peut-être le coup d'aller, de vous renseigner, peut-être voir à l'hôpital ou un service d'addictologie pour refaire un peu le point. Parce qu'il y a des traitements comme ça qu'on prend pendant des années, on est dans une forme d'habitude. C'est bien aussi d'avoir un peu un œil extérieur, d'être pris en charge. Oui, mais si vous voulez les CMP, enfin après ça dépend parce que c'est très bien les CMP, mais il y a des services qui sont encore plus spécialisés pour les problèmes d'alcool. Ah mais là où je vais, il n'y en aura pas. Mais si, il y en a partout maintenant. Franchement, hein. Si, des médecins, enfin des consultations comme ça en addictologie, franchement, il y en a un peu partout. Hein. Ça, il faut demander. Et puis pour la question des rencontres par Internet, il y a un livre que je cite souvent, mais parce qu'il est très bien fait, très accessible, c'est celui de Pascal Couder, qui s'appelle L'amour au coin de l'écran. L'amour au coin de l'écran. Et c'est chez Albin Michel, je crois. Et en fait, c'est donc Pascal Couder est un psychanalyste. Je l'avais reçu une fois quand on faisait les émissions thématiques le dimanche. Et il est très bien conçu parce c'est un peu comme un guide pour les personnes qui n'ont pas tellement l'habitude justement d'Internet, des sites de rencontres. Il donne des conseils assez très concrets, je trouve, pour éviter ces pièges. Bon, vous avez su éviter par vous-même, mais pour savoir, finalement, pour se donner toutes les chances, au fond, de rencontrer l'amour. Hein. Oui. Donc, c'est ce que j'espérais en m'inscrivant. Bah, j'imagine bien. Et rompre la solitude, mais bon, pour le moment... déjà, vous avez pris une bonne initiative en vous rapprochant de votre famille. Et à ce moment-là, ça peut aussi être l'occasion de vous donner un nouveau départ. Et je vous dis d'essayer de vous rapprocher de consultations spécialisées, de rencontrer un médecin alcoologue. D'accord. C'est quand même une bonne chose, voyez, ou un psychiatre vraiment spécialisé dans les addictions. Ça serait bien. Oui. Bonne chance alors, Philippe. Merci. Au revoir, bonne soirée. Vous voyez que ça s'est bien passé, vous en êtes bien sorti. Oui. Hein? Au revoir. Allez, au revoir, Philippe. Merci. Toutes vos confidences à Caroline Dublanche au 39 21.
50 centimes la minute, plus coût de l'appel. Bonsoir Christiane. Christiane ? Oui. Bonsoir, ça y est, vous êtes à l'antenne. Bonsoir. Oui, bonsoir Caroline. Alors, je vous écoute. Voilà, alors je vous avais déjà appelé. Oui. Il y a près de 2 mois. D'accord. Et c'était parce que j'étais en Normandie. Ça fait 32 ans que je suis divorcée. Normandie du côté Bretagne un petit peu, hein, pas loin du Mont-Saint-Michel. Oui. Et par contre, je suis née à Vire dans le Calvados. Hein. D'accord. Mais comme mon père avait rencontré ma maman qui était du côté de la Bretagne, donc voilà. Ils se sont rapprochés par là-bas. J'avais 8 mois. J'ai passé ma vie là-bas. Et bon, bien, je me suis mariée. Je suis tombée sur un alcoolique que j'ai cru pouvoir aider au mieux, ce que j'ai fait d'ailleurs, mais bon, qui est parti avec la femme de son meilleur ami, que je vous avais déjà expliqué après sa 3e désintoxication. Et on avait fait construire depuis 2 ans et demi. Il prenait des arrêts de travail, après il ne buvait plus. Bon, ben, il prenait des arrêts de travail, il recevait la copine pendant que moi j'allais travailler, quitte à mettre notre petite gamine qui n'avait que 10 ans quand même à ce moment-là, dehors. Il prenait au mois de juillet, donc elle était en vacances. Dehors, c'est-à-dire ? Il la mettait dehors, et dès que moi je partais à 7h15 pour travailler, la copine elle arrivait à 7h25, 7h30, donc à 7h20, il mettait notre fille dehors. Et elle ne vous le disait pas quand vous rentriez le soir ? Non, j'ai jamais compris ça. J'ai jamais compris. Elle avait peur, certainement. Elle était un peu angoissée par cet homme. Elle était menacée, oui. Ah oui, elle était menacée. Ouais. Donc, après, bien, on a divorcé parce que je l'ai su. Et il a essayé de revenir au moins une dizaine de fois, mais moi, je ne voulais plus. Et après, je n'avais plus que ma fille. Je suis restée avec elle. J'ai fait des rencontres où j'ai travaillé pendant 37 ans et demi dans la même entreprise. Des gens qui me connaissaient très bien, qui étaient divorcés eux-mêmes ou veufs, enfin, etc. Mm-hmm. Et ma fille me disait, quand elle a grandi, bien sûr, parce qu'on a vendu le pavillon, mais après, j'ai acheté 2 appartements. Et on vivait dans un appartement. Et quand vous avez su assurer l'avenir. Comment ? Vous avez su assurer l'avenir, c'est bien ? Oui. Oui, vous mettre à l'abri. Oui. Et vous savez, les 2 appartements, ils étaient juste en face le pavillon, hein, c'était dur. Bon, bien, quand c'est comme ça, c'est long à vendre parce que les gens en profitent. Acheter un pavillon en cas de divorce, il y en a toujours un qui a plus besoin d'argent que l'autre. Oui, évidemment, bien sûr. Donc ils en ont profité. Oui. Et figurez-vous qu'on a mis 4 ans et demi à le vendre quand même. Hein. Non. Donc, après, bien, je n'avais plus que ma fille et puis je me mirais dedans. Hein. Même dans ma famille, on me le disait, tu te mires trop dans ta fille, elle te déblonnera un jour, tu verras, et tu la gâtes de trop, elle est habillée comme une petite reine, elle a tout ce qu'elle veut, elle a de l'argent en poche, on voit bien, c'est... Et puis bon, après, j'ai ma voiture, c'est elle qui l'a eue, enfin bref. Et puis, je lui faisais tellement confiance, c'est vrai que c'était mon petit chef, le chef de la maison, si on voulait, pour moi. Un jour, c'est-à-dire qu'elle avait été 4 mois et demi sans travail, et ça, je ne peux pas lui retirer ça, ce n'est pas une feignante. Donc, pendant 4 ans et demi, elle tournait entre les 4 murs comme une abeille. Je lui ai dit, écoute, puisque tu ne travailles pas tout de suite, ça t'occupera un petit peu de temps en temps. Je vais te donner mes comptes en main, si tu veux, tu vas t'occuper de mes comptes. Et malheureusement, le directeur de ma banque aussi la connaissait bien. On croyait la connaître, et figurez-vous que devant elle, il me dit, on met tout en procuration à votre fille. Mais pourquoi vous demandiez ça ? Parce que à ce moment-là, vous n'étiez plus en état vous-même de vous occuper de vos comptes ? Mais pourquoi vous lui confiez cette responsabilité ? Elle avait quel âge, votre fille ? Dès qu'elle a eu ses 18 ans. Oui, mais c'était une pourquoi lui confier une aussi lourde responsabilité pour qu'elle apprenne à gérer, qu'elle gère ses comptes à elle, d'accord ? Mais pourquoi lui demander ça ? C'était
Ça vous déchargeait, vous? Ça vous faisait quelque chose? Oui, et puis je lui faisais tellement confiance. Ah oui, mais c'est pas seulement une histoire de confiance. Ça, bien sûr, vous lui faisiez confiance, mais c'est en même temps une lourde responsabilité que vous lui donniez. Oh, mais elle était toute contente, hein. Aussitôt, oui. Oui, d'accord, mais enfin... On n'avait Oui. que 18 ans et on sait bien que dans les premiers temps, le rapport à l'argent, c'est pas si simple de gérer. Voyez, Enfin, je l'ai dit quand même. J'allais avec elle, on faisait des contrats et tout ça. J'étais toujours là. Et à chaque fois, le directeur, la connaissant, il me disait, bon, bien, on met, son prénom, on la met dans les clauses bénéficiaires, et puis on peut même lui faire ah mince, je cherche le mot maintenant. Vous savez, qu'elle peut toucher elle-même sans me demander, quoi. Comment ça s'appelle Je ne sais pas. Ben, si, le c'est mot... c'est pas grave si vous le trouvez pas. C'est un détail, ça. Oui, c'est pas un souci. Un jour, je lui dis, écoute, tiens, va te placer. Une procuration, vous voulez dire? Voilà. Procuration. Alors, devant elle, j'ai pas... Là, je me disais, c'est un peu trop quand même. Mais devant elle, j'ai pas osé refuser. Parce qu'elle avait 18 ans, et puis, elle commençait à faire vraiment la petite patronne quand même, parce que même les chèques, tout ça, c'est elle qui les faisait, qui les signait et tout. Mais vous lui avez les donné les pleins pouvoirs, hein, en même temps. Ah oui, trop. Ah oui, ça, bon. Oui, une confiance aveugle. Alors, comme elle avait les procurations, un jour je lui dis, écoute, tu vas aller... Tu vas à la banque et puis puisque ta procuration, ça va être d'un livret à l'autre, tu mets 150 €. Et puis je ne sais pas pourquoi, cette fois-là, je lui dis, t'as mis les 150 € sur ton livret? Elle me dit oui. Puis elle m'avait pas dit merci, rien, j'avais trouvé ça bizarre. Le lendemain, je regarde, et puis au lieu de mettre 150, elle avait mis 650. Là, je me suis dit, c'est peut-être pas d'aujourd'hui. Il va falloir que je regarde ça mieux que ça. Et de fait, elle se servait déjà. Alors, après, il y a eu une autre voiture. Elle voulait l'autre voiture aussi. Et et aujourd'hui, vous en êtes où avec elle? Bien, alors, moi, parce que votre fille, aujourd'hui, elle est mariée, je crois, elle a des enfants. Elle a quel âge aujourd'hui? Elle a 47 ans. Bon, d'accord. Donc c'est pour ça que je fais un petit saut, je me permets un petit bond dans le temps pour essayer de comprendre ce qui vous amène et qu'est-ce qui fait que vous me rappelez. Elle a rencontré quelqu'un, je vous l'ai dit, elle a rencontré quelqu'un dans le 77, il lui a trouvé du travail avec ses amis, et elle a eu un enfant, après un deuxième enfant, qui ont 11 et 12 ans. D'accord. Et lui, il en voulait un troisième. Il a dit, puisque ta mère va venir maintenant, elle est à la retraite, on va la rapprocher de nous. Et puis, moi, je veux les louer quelque chose, parce que j'ai été 10 mois chez eux, et j'ai quand même subi des choses difficiles, très difficiles. J'étais la bonnie chez la banque, là, carrément. Alors je me suis dit, je vais me mettre chez moi, et je profiterai de mes petits-enfants quand même. Et ma fille, quand elle a vu ça, sachant, puisqu'elle avait repris mes comptes en main les 10 mois que j'ai été chez eux, là, dans le 77, et elle me dit, vu ce que tu as, tu peux bien acheter un pavillon, hein. Alors, je dis oui, non. Mais Christiane, quand on vous entend parler, on sent bien que vous êtes en pleine possession de vos moyens. Et pourquoi donnez-vous après tout autant de pouvoir à votre fille? Vous dites vous êtes venu là et du coup elle reprend vos comptes en main. Alors évidemment c'est déjà des choses que vous lui aviez, des responsabilités à ce moment-là que vous lui donniez, peut-être parce que ça vous arrangeait aussi, ça vous déchargeait des responsabilités que ça suppose de prendre en charge tout. Mais là aujourd'hui, dans la mesure où vous êtes en pleine possession de vos moyens et physiques et mentaux, je vois pas pourquoi aussi vous donnez autant de pouvoir à votre fille, parce qu'après ça crée des problèmes. Oui, je sais, dans ma famille, on me dit t'es en tort, hein. Tu n'aurais jamais dû faire ça. En tout cas, ça a été une relation un peu complexe où on voit bien, vous dites c'était le petit chef, mais parce que comme vous viviez toutes les deux, vous, d'une certaine façon, elle vous a déchargé de certaines choses. Elle vous aidait aussi dans beaucoup de choses, peut-être y compris de la vie quotidienne. C'est pas rien d'aller donner comme ça tous vos comptes à quelqu'un qui vient d'avoir 18 ans, certes, mais qui a aussi à se construire. On sait bien que le rapport à l'argent, déjà les premières payes, vous savez bien, souvent on dépense tout comme ça, sans compter. Donc c'était trop lui en demander. Alors peut-être aussi parce que vous compensiez. Je me souviens bien de votre histoire. Il y avait un peu une culpabilité
responsabilité chez vous de cette enfance qu'elle a eue, quand même très difficile, de ces années passées auprès de cet homme qui a été plus que négligent avec elle, pour ne pas dire un peu maltraitant. Elle en a fait oui. Donc c'est aussi une façon peut-être que vous aviez de réparer aussi ce qu'elle avait subi dans son histoire. Mais du coup ça crée des rapports très particuliers entre vous et qui aujourd'hui sont source de problèmes, je crois, à propos de cette maison là dont vous m'aviez parlé. Eh bien oui, ce pavillon. Elle m'a dit non, avec ce que tu as de placé, tu peux racheter un pavillon. Il n'y a pas de problème, et il faut du terrain autour parce que les deux petits ont chacun un vélo, donc il faut du terrain, tout ça. Alors moi j'ai beaucoup d'arbres à élaguer, j'ai cédé, et puis la promesse de vente s'est bien passée, et à l'acte de promesse elle me dit c'est pas ça, mais là maintenant l'acte de promesse parce qu'elle a gardé le nom de son père, je vais le signer dans mon nom. Ah, elle s'est mariée, mais elle a gardé le nom de son père. Non, elle n'était pas mariée. Elle n'était pas mariée avec ce monsieur. Avec son ami, là, ils avaient eu 2 enfants. D'accord. Mais elle me dit, maintenant, c'est pas ça, le pavillon, tu vas me le mettre dans mon nom. D'ailleurs, c'est moi qui vais signer. J'ai dit, pourquoi? T'as pas à avoir peur de rien, t'es fille unique. Oui. J'ai pas compris. Alors j'ai dit, écoute, je vais m'enseigner avant. Si vous saviez... Vous allez nous expliquer la suite de l'histoire dans quelques minutes après le journal, Christiane. Oui, d'accord. D'accord. Donc ne raccrochez pas. Je vous dis à tout de suite. Merci, Caroline. Il est minuit. Vous écoutez Europe 1. La nuit continue sur Europe 1. Vous avez carte blanche, comme tous les soirs, au 39 21 pour nous parler de vous, nous confier ce que vous vivez, ce que vous ressentez et le partager avec nous. 39 21 pour me parler, pour dialoguer avec un auditeur ou une auditrice dont l'histoire vous touche particulièrement. Et toutes vos réactions également par SMS au 7 39 21. Merci à Christine de Lille qui envoie un petit message pour Philippe qui nous parlait donc de ses problèmes d'alcool, et c'était le nom des centres que je cherchais, ma chère Christine. Donc merci. Vous dites dans beaucoup de villes, pas dans chaque ville, mais vous dites dans beaucoup de villes il y a des XAPA, centres de soins et d'accompagnement et de prévention des addictions. Merci beaucoup, parce que je vais me le noter là une fois pour toutes. C'est vraiment le sigle que je cherchais. Philippe craignait que là où il allait déménager pour se rapprocher de sa famille, il n'y ait pas de structure adaptée. En général, il y a quand même de plus en plus de structures comme ça pour traiter les problèmes d'addiction. Donc merci à vous. Et il y a également quelqu'un, alors le SMS n'est pas signé, qui dit: n'oubliez pas de demander à la MDPH, donc Maison départementale des personnes handicapées, une orientation vers un service d'accompagnement à la vie sociale, parce que là vous obtiendrez aussi aide et soutien. Donc merci également pour ces conseils. Et puis David dit: ça m'est arrivé aussi un problème comme ça, une escroquerie sur Internet. Il dit quand ça m'est arrivé, moi je lui ai dit que j'étais sans ressources, et là plus de nouvelles. Oui, c'est encore le mieux. Vous avez raison. Allez, sans plus attendre, on va maintenant retrouver Christiane. Vous êtes là, Christiane ? Oui, je vous écoute. Vous êtes toujours là, merci d'avoir patienté. Alors donc aujourd'hui, ce qui vous chiffonne, pour ne pas dire plus, c'est que vous nous avez expliqué un peu la relation avec votre fille, donc qui aujourd'hui est en couple, qui a 2 enfants. Vous étiez rapproché d'elle et de son compagnon, vous avez même vécu chez eux, et vous aviez le projet d'acheter un pavillon. Moi je voulais louer. J'avais trouvé quelque chose à louer en cachette parce qu'il voulait que j'achète. Parce qu'elle savait ce que j'avais, ma fille, et puis lui aussi. Et après, c'est lui-même qui a pris mes comptes. Mais là, quand ils m'ont repris mes comptes en main, dans leurs mains, c'est chez eux, dans le 77, sans me demander, là. Alors, donc, ce pavillon, j'ai pas compris, c'était pour l'habiter ou pour le louer ? Eh bien, elle m'a dit, tu vas quand même pas louer avec ce que tu as, tu peux racheter un pavillon, il faut du terrain pour les petits qui ont un vélo maintenant et tout, alors tu vas racheter un pavillon. Elle m'a trouvé ce pavillon où je suis, je m'y plais très bien, ça c'est vrai que intérieurement, surtout intérieurement, il est très très bien. Oui. Et moi j'ai beaucoup de terrain, j'ai des arbres à élaguer, les à tailler, les clous à thon,
compte que mon gendre devait faire, et puis il l'a vous donne pas de coup de main. Fois, parce que j'ai pas mis le pavillon dans le nom de sa femme. Oui, parce qu'alors elle voulait au dernier moment que vous mettiez le pavillon à son nom. Dans son nom à elle, oui. Et vous lui avez dit, d'ailleurs votre réaction était tout à fait adaptée quand vous lui avez dit de toute façon, elle est fille unique, donc le pavillon lui reviendra, mais pour le moment c'est vous qui y habitez quand même. Voilà. Et alors vous vous êtes renseigné avant, vous avez bien fait, vous avez demandé à votre notaire, à votre. Oui, j'ai téléphoné à 2 notaires de Normandie qui m'ont connue toute petite. Et c'était le notaire de mes parents et de mes frères et belles-sœurs. D'accord. Et donc vous aviez confiance en eux. J'en ai vu 2 autres dans le 77, donc ça fait 4. Dites-moi, vous manquez pas de ressources, hein, quand vous voulez. Vous savez bien vous débrouiller, hein. Bon. Oui. Je voulais être sûre qu'ils disent tous pareil. Et ils m'ont dit, ne faites surtout pas ça. Même mon banquier m'a dit, ne faites pas ça. Parce qu'un jour, ils vous diront, on a besoin de la maison, vous êtes censé de vous retrouver dehors et de ne plus rien avoir. Malheureusement, c'est triste, mais c'est vrai que ça peut arriver, hein, c'est malheureusement. Oui, je connais 2 cas, alors c'est pour ça que mais vous m'en aviez déjà parlé, Christiane, je me souviens de ça, très bien. Qu'est-ce qui est nouveau alors aujourd'hui, finalement? Eh bien, c'est-à-dire que ils se sont mariés dans mon dos, pour me punir, ils se sont dit, ah bon? Oui, on va pas l'inviter au mariage, on va se marier. Ça c'est inadmissible. Ah là, ça m'a quand même rendu malade. Bon. Ça m'a fait beaucoup de mal. Je comprends parce que j'ai fait pour elle, franchement, je l'ai su par une voisine 1 an et demi après. Ils se sont mariés à 10 minutes de chez moi. Et vraiment. Alors ça veut dire que vous ne les voyez plus alors? Eh bien, je les voyais plus forcément. Je n'avais plus de nouvelles ni rien parce qu'ils savaient que j'allais être contrariée, j'allais être vexée. Et j'ai cherché à les revoir quand même pour revoir les petits parce que je suis venue ici, c'est pour voir les enfants évoluer, en profiter, et les voir grandir et tout. Et j'ai rampé quand même, j'ai été frappée chez eux pour revoir les 2 petits. Et ils m'ont dit, puisque tu nous as dit au téléphone que tu sais qu'on est mariés, voilà. Et puis alors elle m'a fait voir sa robe blanche qui était toujours sur un espèce de mannequin là dans sa chambre depuis 1 an et demi. Elle m'a donné 2 photos. Excusez-moi, je les ai déchirées en arrivant parce que franchement, je trouve qu'elles valent loin. Mais vous ne lui avez pas dit, justement, quand elle vous montre sa robe, qu'elle vous montre les photos, dire franchement, ne pas être là un jour si important pour toi, ça m'a vraiment profondément attristée. Si, je lui ai dit. Et alors, quelle a été sa réaction? Elle est contente parce que si vous voulez, elle a même cherché à me faire enfermer. Elle veut la maison, elle n'est pas claire, pavillon, votre. Elle veut la voiture, je suis pas sûre que ça soit aussi clair que ça. Votre histoire est compliquée, je trouve. C'est pas aussi clair que ça. Non. Parce que votre relation est très particulière avec votre fille, est très complexe. Et je pense pas qu'on puisse tout déduire juste dans ce rapport à l'argent. D'ailleurs, vous dites c'est pour vous punir qu'elle vous a pas invité. Bon, c'est inadmissible. Mais quand vous êtes allé les voir, elle avait plaisir à vous montrer sa robe, à vous offrir les photos, et vous voyez les petits. Donc vous n'êtes pas aujourd'hui. Vous continuez à vous voir aujourd'hui. Ça n'a pas duré longtemps aussi. Non. Comme je ne cède toujours pas pour la maison, elle remettait ça de temps en temps, assez souvent. Et j'ai dit non, je ne céderai pas. Alors, c'est fini. Ça fait 5 ans, je vois plus les petits-enfants, je vois plus personne, plus de téléphone, plus rien du tout. Et quand je téléphone, les enfants, s'ils viennent au téléphone, elle leur prend le téléphone des mains et elle raccroche. Alors, ça fait 5 ans que je vois plus personne. Je suis venue dans le 77, ça fait quand même 800 bornes. Mais il y a d'autres. Votre relation, elle est très compliquée parce que votre fille, elle a vécu beaucoup de choses. Il y a eu un moment quand vous dites d'ailleurs, même votre entourage, quand vous dites quand je vois tout ce que j'ai fait pour elle, mais même trop. Il y avait un moment où elle était même plus à une place d'enfant. Vous dites, d'ailleurs, je reprends vos mots, je me mirais en elle. Oui. Même votre entourage, au fond, vous mettez un peu en garde. C'est-à-dire que vous êtes aussi énorme. Vous lui avez donné une place qui n'était même pas la sienne. Enfin, vous lui avez donné. Vous vous êtes appuyé aussi beaucoup sur elle à un moment.
beaucoup. En lui donnant mes comptes? Oui, entre autres choses. C'est-à-dire que finalement, vous lui demandiez presque de vous porter, de vous prendre en charge à un moment où elle avait 18 ans, elle avait sa propre vie à construire. Vous étiez comme dans un rapport de couple avec elle. Il y avait quelque chose qui était problématique. D'ailleurs, son père, parce que c'est ça que j'ai pas bien compris. Vous me parliez de cet homme, qui était maltraitant vis-à-vis d'elle, mais son père, votre fille, il est où? Eh bien, il est avec la copine de son meilleur ami. Il est remarié. Et elle a des contacts avec son père? Non, pas du tout. Il veut pas la voir. Il a jamais voulu la voir. Mais votre fille, toute cette histoire ça doit être très compliqué à vivre pour elle. Et au-delà de ces demandes d'argent, parce que je me souviens très bien de vous, Christiane, et de évidemment votre déception en disant elle ne veut que de l'argent. Je pense que c'est plus compliqué que ça, et que derrière cette demande d'argent, il y a autre chose. Elle vous en veut aussi de beaucoup de choses, comme si elle vous faisait payer, on dit au sens propre du terme aujourd'hui, c'est que vous devez payer. Alors vous avez raison évidemment de ne pas vous plier à ça, et vous n'êtes pas heureusement sans ressources, on le voit même moralement. Vous savez très bien, parce que vous avez dit à un moment, en cachette, vous aviez pris vos dispositions, vous êtes allé voir ces notaires, et heureusement, on voit bien, vous savez très bien vous dépatouiller toute seule. Oui, tout à fait. Donc c'est pour ça qu'à un moment, il n'y avait pas de raison de lui donner autant. Mais c'est-à-dire que j'ai quand même sombré un peu dans la dépression quand il est parti, son père. Quand j'ai su tout ça, quand il était en arrêt de travail, qu'il mettait la gosse dehors, et puis sa Martine là, qui venait à la place, la gamine était même pas 7h30 dehors le matin, vous vous rendez compte? Oui, mais il y a tout ça. La pluie, elle n'avait pas le droit de rentrer. Oui, je me rends compte. Je me rends compte, et il y a elle en a bavé, je sais. Oui, elle en a bavé, et je pense qu'après il y a eu une espèce de surcompensation, où derrière aussi ces questions d'argent, vous lui avez demandé un peu, elle s'occupait de vous aussi. Parce qu'il y a eu, comme vous dites, cet état de dépression. Elle a pris beaucoup, votre fille. Oui, c'est possible. Et aujourd'hui, certainement qu'à travers ces questions d'argent, alors je dis pas que il y a pas lieu d'abonder dans son sens, mais il y a autre chose. Je pense qu'au fond, elle n'est pas heureuse non plus de tout ça, et des relations qu'elle a avec vous, ou de cette non-relation. Il y a quelque chose de son histoire à elle aussi qui reste douloureux. Quand on veut à ce point faire payer, comme vous dites, comme si elle n'était avec vous que dans des rapports d'argent. Très tôt d'ailleurs, l'argent a été central. C'est pas rien à 18 ans lui dire maintenant tu t'occupes de tous mes comptes. Vous étiez capable de le faire vous-même. Donc t'occuper de mes comptes si tu veux, ça va t'occuper si tu veux. Non, mais on n'occupe pas ses enfants comme ça. Enfin, vous voyez, c'est lui donner une place qui n'était pas la sienne. Et tout ça a faussé. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont faussées, complexes, et sur lequel, moi, je vous inviterais un peu à vous pencher, parce que quand on s'est parlé il y a 2 mois, vous me parliez déjà de cette histoire-là qui vous tourmente beaucoup. Évidemment, c'est votre fille unique, vous ne voyez plus vos petits-enfants, mais je trouve que ça serait je pense que vous pourriez un peu vous pencher sur votre histoire. Vous avez organisé tout ce qui est de l'ordre de la succession, parce que j'ai quelqu'un qui dit, je crois que c'est Violaine, qui dit vous avez très bien organisé votre succession. Voilà, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mais maintenant, allez voir peut-être un peu un thérapeute pour vous pencher sur votre relation, pour essayer un peu de démêler ça, parce que derrière l'argent, il y a d'autres choses. Elle voit un thérapeute, elle. Oui, ça m'étonne pas. Je suis pas surprise. Oui. Je ne suis pas surprise, parce qu'elle doit souffrir beaucoup de tout ça. Y compris d'ailleurs de cette non-relation, de son histoire. Elle voit plus son père. Alors parfois, quand on est dans un manque, dans un vide comme ça, elle peut vouloir compenser par l'argent ce qui lui manque, et vous faire payer, parce que symboliquement, il y a aussi ça. En disant au fond, en se posant dans cette exigence, elle veut tout, le pavillon à son nom, la voiture, c'est comme si elle vous demandait de payer vraiment pour elle, comme si elle avait quelque chose à vous faire payer, au sens propre du terme. Pourquoi tu es comme ça avec l'argent? T'as commencé jeune, c'est affolant. Alors elle me dit, je suis ta fille. Puis un jour, moi je dis, je suis ta mère. Depuis que je lui ai dit ça, elle m'a plus dit, je suis ta fille.
Tu n'as que moi, je suis ta fille. Oui, mais quand elle vous dit je suis ta fille, il y a autre chose. C'est-à-dire, c'est comme si elle en doutait. Enfin, c'est comme si, vous voyez, il y a quelque chose, je pense, dans cette place. À un moment, quand vous me parlez de votre relation à toutes les deux, elle ne tenait plus une place de fille. Elle ne tenait plus une place d'enfant. Vous formiez comme un couple. Et d'ailleurs, dans les couples, les gens qui consultent, les couples qui consultent plus exactement, les thérapeutes de couple disent, hein, ce qui vient en premier lieu, c'est sur les problèmes d'argent. Ah oui. C'est pas tant la sexualité, c'est les problèmes d'argent. Et derrière ces questions d'argent, évidemment. Oui. C'est un trésor pour les psychanalystes. Il y a plein de choses qui se jouent derrière ces questions d'argent. Des questions de pouvoir, des questions de domination, des questions de demande affective. Il y a plein de choses. L'argent est un paravent, finalement. Donc, tant que vous tournerez dans cette histoire en disant « elle n'en a qu'après mon argent », les choses ne bougeront pas. Et moi, je vous inviterai à vous pencher un peu sur votre histoire pour essayer de démêler et peut-être à un moment reprendre contact avec votre fille, mais autrement. Parce que c'est vrai que quand son père est parti, qu'il a déménagé, par contre, il avait repris un arrêt de travail et le lundi matin, avec un de ses frères et un copain, il a déménagé ce qu'il a voulu. Et moi, j'étais au travail. Quand je suis rentrée à midi, plus de cafetière électrique, plus de télévision, il y avait des meubles de partie, oh là là, le vide. Bon, là, forcément, j'ai fait une déprime parce que ça faisait que 2 ans qu'on venait de faire le pavillon. Et puis, j'ai refait une déprime, c'est quand il a fallu le quitter, le pavillon, avec la gosse. Alors, mais vous me parlez de quoi, là, quand elle était enfant ? Oui. Vous voyez bien, Christiane, que vous êtes toujours dans cette superposition de temps. Ce que vous vivez aujourd'hui et ce qui s'est passé avec elle quand elle était enfant, et la dépression qui revient, le vide, ces pavillons qu'on doit quitter, où il n'y a plus rien, on se retrouve dans une forme d'insécurité matérielle, mais surtout affective. Parce qu'au fond, matériellement, vous avez toujours su vous mettre à l'abri du besoin. Ah oui. Vous n'avez jamais manqué d'argent, si j'ai bien. Vous avez travaillé, vous avez acheté des appartements, le matériel ne manquait pas. En revanche, vous vous êtes retrouvé dans des histoires malheureuses, des histoires d'amour malheureuses avec des hommes, dans un vide affectif, en dépression. Et votre fille, elle était dans tout ça, dans une forme d'insécurité aussi. Parce que quand un parent est en dépression, il y peut rien évidemment, mais il est indisponible pour son enfant. Et évidemment, il n'y peut rien puisque lui-même, il aimerait bien aller bien. Mais quand on est en dépression, on est absent. On est absent à soi-même. Et quand il voulait revenir, elle voulait pas qu'il revienne. Hein. Elle disait, si revient, moi je m'en vais. Je prends la fuite. C'était pas... Donc vous voyez bien que vous me parlez aussi de cette histoire passée, et cette histoire passée, elle passe pas. Même pour vous d'ailleurs. Parce que je me souviens très bien de votre appel, Christiane. Oui. Et je me souviens très bien aussi de ce qui m'avait frappé chez vous quand vous me parliez. C'est il y avait des moments, plusieurs fois d'ailleurs, je vous disais, mais on est quand ? À quelle époque là ? C'est maintenant ? Et parce que sans arrêt, vous faites des bonds comme ça entre passé et présent. Ce qui est intéressant d'ailleurs. Et ce qui est intéressant parce que ça veut dire qu'il y a plein de choses qui vous font souffrir encore de cette histoire passée, qui reste encore très douloureuse pour vous, à mon avis pour votre fille aussi, c'est pas pour rien qu'elle voit un thérapeute, et je pense que si de votre côté, vous alliez parler un peu de ces choses qui restent douloureuses, de ce que vous avez vécu, vous, et puis elle aussi, toutes les deux, même si c'est différemment, je pense que vous arriverez à un moment à vous retrouver, à vous rencontrer, parce qu'il y aura plus poids de toutes ces douleurs passées. Elle fait un travail de son côté qui peut l'aider finalement à évacuer tout ce qui est douloureux, tout ce qui l'a fait souffrir. Elle a fait un cancer ici, depuis qu'elle est là. Ah bon, elle a un cancer, votre fille ? Elle a fait un cancer, normalement elle est guérie. Oui. Mais vous ne le saviez, vous ne l'avez pas vue pendant cette période-là ? Elle veut pas de moi, alors... non, mais là, Christiane, là, pardonnez-moi, mais là, on oublie toutes les histoires d'argent et autres. C'est-à-dire si vous apprenez que votre fille était malade, on court vers elle, hein. On court à son chevet, on va la voir, enfin on dit là, il n'y a plus de, voyez. Et je pense qu'elle attendait ça de vous. Je l'ai fait, j'ai rampé, j'ai frappé, j'ai Non, mais il ne s'agit pas de ramper, Christiane. C'est pas ramper qu'il faut.
Qu'est-ce que ça veut dire, ça, d'aller ramper toujours devant votre fille, même quand elle était enfant? Vous dites d'ailleurs, votre entourage, vous le disiez. Arrête, c'est comme si tu l'as traitée comme une princesse. Un enfant n'a pas besoin d'être traité comme une princesse ou comme un prince. Il a besoin d'un cadre, il a besoin d'attention, il a besoin un peu de solidité aussi en face. Or là, à un moment tel que celui-là où elle est frappée par la maladie, c'est d'être là pour elle. C'est pas d'aller quémander quelque chose d'elle. C'est vous d'être là pour elle. Vous de vous occuper d'elle et de prendre soin d'elle. Et c'est là où je pense que malgré vous, il y a quelque chose qui s'est mis en place dans votre relation qui fait que vous attendez plus, finalement, d'elle que l'inverse. Alors elle vous le fait payer, je pense, autrement à travers l'argent. Je peux me tromper, et parce que ça m'est très difficile, j'ai évidemment pas toutes les données, c'est une histoire compliquée, où il y a de l'amour, parce qu'on sent bien que derrière ça, vous souffrez beaucoup, vous êtes en attente, vous aimez votre fille, il y a beaucoup de déceptions. Ben évidemment, je m'en doute bien. Et votre fille aussi, elle vous aime, elle doit beaucoup en souffrir. D'autant plus si elle a été touchée par la maladie. Donc à un moment, vous voyez, il faut arriver à épurer un peu le passé, arriver à vous retrouver toutes les deux et pouvoir trouver les mots pour aller un peu toucher son cœur, quoi, à nouveau. Là, et c'est pas en parlant d'argent, faut arrêter de parler d'argent. L'argent, c'est un paravent, ça cache beaucoup de choses qui restent douloureuses. Voyez. Oui, mais le si peu qu'elle me répond, Caroline, elle me répond toujours, tu sais bien ce qu'on veut. Alors, oui, mais là, on est en boucle et on tourne en boucle là. Oui. Non, justement. Je pense que c'est là où il faudrait prendre, dire, je pense que tu as manqué de certaines choses et j'en ai pas pris conscience à ce moment-là parce que moi-même j'étais pas très bien. Et que quand on a aussi une si grande demande sur un plan matériel, c'est parce qu'on a manqué peut-être de l'essentiel qui est avant tout un enfant, il a besoin de sécurité affective. Plus que d'argent. Et plus que de choses matérielles. Or, vous me dites vous-même quand vous en parlez, cette période de votre vie, elle a été difficile sur ce plan-là pour vous aussi. Vous n'y pouvez rien. Malheureusement, vous-même, vous étiez mal à ce moment-là. Voyez ? Mais c'est de ça aussi dont il faudrait parler pour quand elle vous dit tu sais ce qu'on veut, d'abord la dissocier de son compagnon, c'est à votre fille que vous vous adressez et là pas à votre gendre dans l'occurrence, et quand elle vous dit je suis ta fille, elle vous dit quelque chose aussi. Vous voyez qu'elle ne coupe pas le lien, elle vous renie pas, elle dit quelque chose, elle attend quelque chose de vous. Il faut pouvoir dépasser ça. Moi, je vous invite, Christiane, je dirais pour conclure, à vraiment aller en parler, puisque évidemment cette histoire vous pèse, cette absence de lien vous pèse, et on s'en est déjà parlé à plusieurs reprises. Donc vraiment faire une démarche, vous demandez peut-être à vos médecins traitants, voir un thérapeute, avoir des entretiens un peu pour essayer de voir comment vous pouvez renouer avec elle, en laissant de côté un peu toutes ces histoires passées, mais peut-être en lui disant aussi certaines choses à ce sujet, que vous n'avez pas mesuré à quel point ça a été difficile pour elle aussi. D'accord ? Christiane ? Oui, j'ai l'impression que je parlais dans le vide depuis un certain temps. Qu'est-ce qui se passe avec ces appels ? Ça coupe d'un coup, c'est quand même problématique. Christiane ? Bon, bah oui, j'entendais un silence un peu assourdissant. Bon, j'espère qu'on a un souci. J'espère que Christiane aura eu quand même la fin de l'échange. J'en suis désolée. Christiane, 1, 2 ? Non, pas de Christiane. Bon, on va envoyer un peu de musique. Alors, on tombe sur le répondeur de Christiane. Je pense qu'il y a un petit souci de batterie, peut-être, parce que Christiane était en attente depuis un petit moment. Donc, je pense que c'est peut-être un petit problème de batterie. Bon, en tout cas, on va essayer de laisser un message hors antenne. C'est ce qu'est en train de faire Amandine. Et j'espère que vous pourrez, si vous avez rebranché votre poste, Christiane, écouter la fin de l'échange en podcast. Hein, voilà. Bon courage en tout cas, j'espère que ça va s'arranger avec votre fille. Et c'est maintenant Damien, je crois, qui est avec nous au 3921. Bonsoir Damien. Oui, bonsoir. Bonsoir. Alors j'allais dire, on ne va pas changer de sujet avec vous parce que je crois qu'on va rester dans les questions d'argent. Hein, oui, également. dans les questions d'argent. Caroline, je pense qu'on s'est déjà eu en ligne il y a quelque temps, mais j'étais plutôt intervenue, pas pour moi, pour donner mon avis sur une histoire racontée par une autre personne. Oui, je me souviens de vous, voilà. De votre timbre de voix, vous avez une élocution très particulière, donc oui, je me souviens très bien. Par rapport à ma voix.
quoi. Mais bon. Non, mais vous avez une façon de vous exprimer, une élocution très particulière. Donc on se souvient, c'est vrai, de vous généralement, j'imagine. Oui, ma voix, heureusement j'ai ça. Oui, c'est beaucoup. Puis il y a même beaucoup. Bon, c'est Christiane que vous aviez en ligne. Oui, là. oui. Je l'embrasse très fort. Et moi, j'ai eu des rapports extrêmement complexes avec ma mère, extrêmement fusionnels, où l'argent avait beaucoup de place d'ailleurs, mais dans l'autre sens un petit peu, quoi. Bon, dans quel sens dans le sens, mais bon, dans l'enfance, c'était un sens qui me semble assez éducatif, quoi, qui était... quand j'étais très petit enfant, j'avais beaucoup de cadeaux, par exemple. Et maman me demandait de choisir entre les cadeaux que je devais donner aux enfants pauvres. Bon, c'était autre chose. J'ai toujours été élevé dans l'histoire. Si j'avais 2 chemises, je devais en donner une, quoi. Après tout, c'est une façon aussi de transmettre des valeurs. Si vous aviez la chance d'évoluer dans un milieu plutôt favorisé, si je comprends bien, une façon de... peut-être 2 chemises, en donner une, c'est beaucoup. Mais très pauvre à la base, oui. Enfin, mes parents ont commencé de façon extrêmement pauvre. Mais vous, déjà, leur situation avait changé quand vous êtes né? Non, on habitait une cave. On habitait une cave. Tout est venu de mon grand-père, qui est mon homme repère d'ailleurs, et qui est l'homme de la famille, quoi, qui a fait la 2e DB, qui était un grand ami de Joséphine Baker. Grâce à lui, j'ai pu connaître Joséphine Baker, etc. Bon. Et alors elle, question générosité avec tous les enfants qu'elle avait adoptés. Oui, voilà. Et mon grand-père m'adorait. C'était vraiment mon homme de référence. C'est un homme, une beauté. Non seulement il est beau, mais il a quelque chose de... Enfin, il y a des gens qui fait très peur d'ailleurs, parce qu'il a de grandes flaques d'eau qui sont des yeux qui peuvent être de glacier, comme vous voyez, comme un peu Alain Delon, quoi. Ces yeux comme ça, complètement incroyables. Et c'est un homme qui après a libéré le front de l'Est. C'est un homme héroïque, quoi, qui s'est engagé à 44 ans. Et c'est comme ça qu'il était un grand ami de Joséphine Baker, et que Madame de Haute-Cloque, la veuve du général Leclerc, se levait toujours pour faire la bise à ma mère, quoi. Bon, c'était un grand compagnon, quoi. Bon. Voilà, bref, c'est pas vraiment le but de mon appel. Bon, même si mon grand-père est là derrière, il est toujours là derrière, parce que tout l'argent que j'ai, il vient de lui. D'accord, c'est lui qui a fait fortune. Oui. D'accord. Et qu'est-ce qui se passe alors avec cet argent? Cet argent a toujours été un grand problème dans la famille, en réalité. C'est-à-dire que mon père, lui, de son côté, c'était le père de ma mère. Mon père, de son côté, me disait qu'il l'avait volé à la 2e DB, quoi. Je pense complètement faux, mais en même temps, je m'en fous, quoi. Je veux dire, c'est même plus mon problème, quoi, ça. Je veux dire, c'est bon. Mais je sais qu'en plus, il dépensait pas un centime, il n'y avait pas de chauffage l'hiver. Il a fait fortune à sa façon, quoi. Bon, je veux dire, je ne l'ai pas vu beaucoup travailler, je dois le dire, mon grand-père, mais bon. Mais voilà. Déjà, pendant toute mon enfance, par contre, j'avais le droit à Noël à des autocollants ramassés dans les boîtes de vache qui rit, quoi, des choses comme ça, quoi. Et d'un seul coup, à 9 ans, j'ai eu, pour 1 million de francs à l'époque, on était en 68, quoi, à peu près, 2 pièces d'or du général de Gaulle. Bon. Et ces pièces d'or, il s'avère que... Elles venaient d'où? Pourquoi vous dites du général de Gaulle? Parce que c'était des pièces d'or du général de Gaulle pendant la guerre au Tchad. Et
grand-père en a fait partie aussi à sa façon, quoi. Bon, et finalement, pour revenir, parce que finalement, j'essaye de cerner un peu cet argent dans la famille a toujours posé problème. Oui, qui semble vous brûler les doigts. Pourquoi? Mes parents étaient très jaloux qui m'aient offert ces pièces d'or. Très, très jaloux, quoi. Bon. Et j'ai fait une bêtise, j'étais jeune, ce qui fait que ces pièces ont été volées, que mes parents ont été plus que remboursés. Ils s'en vantaient auprès de mes amis, moi je ne le savais même pas, quoi. Mais c'est ma faute, voilà. Comme j'avais fait une bêtise. Oui, mais ça, pour nous, c'est un peu compliqué à suivre, c'est un peu... Mais aujourd'hui, toujours, ce que je voudrais dire, c'est que là, aujourd'hui, je vois que des gens qui n'étaient plus là depuis des années, alors que je n'avais plus d'argent, et que une partie de ma gloriole avait disparu, ces gens avaient disparu en même temps. Ils sont revenus, j'ai été spolié la moitié de mon héritage pour des amis à moi qui ne me voyaient plus, quoi, et qui sont mis à me revoir et qui m'ont mis sous influence, vraiment, et qui m'ont revolé beaucoup d'argent. Voilà. Et là, aujourd'hui, je ne sais plus, quoi. Quand les gens m'abordent, je ne sais plus si c'est pour mon argent dont j'en ai. Mais il est toujours là, cet argent, parce qu'on ne sait pas finalement... Moi, non, beaucoup. Bon, j'en ai encore. Bon. Je suis pas complètement cinglé, j'ai fait quand même un peu attention. Mais je me demande, on est toujours deux, ce que je disais à votre assistant, on est toujours deux dans une relation. Et je me demande à quel point je n'achète pas l'amour des gens par l'argent. Pas par l'argent, mais par les cadeaux, par l'argent, quelque part, quoi. Voilà. Cet argent qui semble un peu vous brûler les doigts aussi, parce que vous me dites que vos parents vous en ont voulu de ces pièces d'or que vous avez remises votre grand-père. Vous me parlez d'une bêtise que vous avez faite. Enfin, tout ça semble être très associé à beaucoup de culpabilité. Donc, le meilleur moyen aussi, finalement, de laisser filer et de vous racheter, au fond, à travers, comme vous dites, ces cadeaux et d'obtenir, enfin, de l'affection, de l'amour. On voit où parfois certains héritages peuvent être empoisonnés. Oui, c'est pas toujours une bonne chose. Enfin, évidemment, quand il vaut mieux avoir un peu d'argent que pas du tout, mais certains héritages peuvent être un peu empoisonnés. Bon. Passer du RSA à l'argent, alors bien sûr qu'au départ, j'ai dépensé parce que mais en fait, j'ai pensé, j'ai offert des cadeaux à tout le monde, quoi. Moi, je me suis pas acheté grand-chose. Et vous en offrez à vous-même des cadeaux? Vous faites des cadeaux, vous? Un petit peu, bon. Quand même, un peu. Quand même, oui, parce que j'aime les belles choses. Donc, c'est bien. C'est vrai que lorsque les gens étaient chez moi, c'est très très beau, bon. Mais pour moi, j'attends toujours à ce que ce soit à moins 70%, quoi. Pour les autres, si je vois une paire de chaussures dont je me dis ça va aller à une telle, là il n'y a plus moins 70%, quoi. C'est-à-dire pouvoir faire après tout, si vous en avez la possibilité, que vous ayez envie de faire des cadeaux, de beaux cadeaux à des amis, à des gens qui vous sont chers. Pourquoi pas? Mais après, les réponses n'ont pas été belles. Bon, si vous d'ailleurs, normalement, il ne devrait pas y avoir de réponse à. C'est pas. Oui, non, mais c'est intéressant que vous attendiez une réponse à ça. Mais je veux dire, non, mais c'est pas ça. C'est qu'après, bon, je suis sous morphine pour mon dos, quoi. Et on m'a quasiment séquestré, quoi. Alors ça relève vraiment de la police et de la justice, si c'est de cet ordre-là. On m'a quasiment séquestré en me disant il faut que tu te sèvres.
Bon. Et je sais que médicalement, c'était pas possible. Je me suis renseigné partout, c'était pas possible. Non, mais là, ça devient, c'est un peu complexe. Et si, si vous êtes sous morphine, j'imagine de toute façon, ça vous l'avez forcément sur prescription médicale. Oui, le sevrage ne se fait pas comme ça. Non, Après, vous me parlez de séquestration. Là, vraiment, ça relève de la police et de la justice, Damien. Hein, si je n'avais pas de voiture, j'étais à 40 km oui, de tout dans un château. Damien, écoutez-moi. Oui. Ce que je veux dire là, c'est que on sort de la relation à l'argent, du lien que l'on crée avec les autres et qui effectivement est étudié dans la psychanalyse, hein, énormément. Freud s'est beaucoup penché sur cette question. Là, vous me parlez de problèmes, de faits graves, et je vous dis qui relèvent à ce moment-là vraiment d'une plainte et d'une action en justice. Il faut aussi, derrière, il y a des choses de cet ordre-là qui sont avérées. Vous voyez, moi, là, je ne suis pas du tout compétente. Non, et il faut une plainte de déposer. Non, mais là où je vous atteste, c'est que oui, mais là, c'est trop confus. Bon, c'est difficile, quoi. Oui, mais enfin, tant que tout ça n'est pas réglé déjà, si parmi vos proches, il y a eu des choses aussi graves qui se sont passées, il faut déjà que vous vous renseigniez auprès d'un avocat sur les suites à donner. Vous voyez, parce que je vais pas parler de l'argent, le lien, la place qu'il occupe dans la psychanalyse, le lien avec les autres. Après, vous évoquiez des choses aussi graves qui, là, malheureusement, ne sont pas du tout de mon ressort. Donc, occupez-vous déjà sérieusement de ça, renseignez-vous sur ce qu'il est possible de faire dans une action en justice, et après, vous essaierez d'y voir plus clair dans votre lien avec les gens qui sont autour de vous, où ça semble assez compliqué. Bon courage, Damien. Bonsoir, Marie. Oui, bonsoir, Caroline. Bonsoir. Alors, ça va pas être dramatique. Je suis bénévole pour faire de l'alphabétisation de femmes étrangères, bien sûr. C'est bien, oui. Oui, c'est passionnant. Hein. Je conseille à tout le monde. C'est extrêmement gratifiant. Vous faites ça une fois par semaine ou... Alors, c'est au choix. Moi, je fais 2 ou 3 fois par semaine. Oui. Mais on peut venir une seule fois, d'autres fois. Il y a des tas de choses à faire. Hein. Et alors, nous ne sommes pas spécialistes, évidemment. Hein. Oui. Mais en général, ça se passe bien. On a d'assez beaux progrès. Certaines deviennent françaises, passent leur examen. Enfin, tout va bien. Mais là, on a un énorme problème avec une jeune femme qui est assez intéressante, tout à fait sympathique, qui est vietnamienne. Oui. Alors, elle écrit parfaitement bien, elle comprend très bien, mais on n'arrive pas à la faire parler. Et si on du tout, c'est-à-dire elle est mutique. Elle n'est pas mutique. Non, quand même pas. Ouais. Elle est mutique quand on s'adresse à elle en français. D'accord. Et elle écrit très bien le français. Elle écrit très bien, elle comprend très bien, elle a une très belle orthographe. Oui. On peut la faire lire, elle lit. Elle n'est pas muette. Hein. Non. Et si elle le lit et qu'elle l'écrit, oui, donc elle devrait être en mesure de le parler. Mais par exemple, quand on lui fait faire une lecture, elle lit, mais quand on lui pose une question en français, elle plonge le nez et elle répond pas. On ne sait pas si elle comprend ce qu'elle dit ou si elle est incapable de parler. Et si vous lui posez la question par écrit, elle vous répondrait par écrit ? Oui. Oui. Donc vous lui demandez si c'est une gêne, qu'est-ce qui se passe au fond ? C'est difficile. Hein. Et si vous lui parlez en face, elle plonge le nez. Et c'est comme si ses oreilles étaient bouchées, vous voyez ? Si vous lui parlez en face, vous voulez dire si vous lui posez une question. Oui, comme si ça la mettait aussi mal à l'aise dans ce rapport-là. Exact, il y a quelque chose d'assez étrange. Et puis, elle arrive à répondre, mais quelquefois par monosyllabe. Donc ça fait 3 ans qu'on la connaît. Elle s'est mise à sourire, ce qui était déjà beaucoup, mais parler, non. Oui. Et elle a évolué déjà, vous la trouvez plus ouverte que quand elle est arrivée. Voilà, elle sourit, c'est déjà beaucoup. Oui, alors, parce qu'elle se sent bien avec vous, enfin. Oui, et elle vient très régulièrement. Oui, donc elle est motivée aussi. Elle est motivée, mais on a essayé plusieurs à tour de rôle, et
personne n'arrive à la faire parler. Et dans sa langue, comment elle parle quand elle s'exprime dans sa langue? Vous savez, c'est du vietnamien, donc on n'en a pas d'autre. Oui, vous ne travaillez pas, il n'y a pas d'interprète, il n'y a pas... Ah ben non. Elle est la seule. Et elle est la seule vietnamienne. Oui, c'est dommage. Et on n'en a pas autour. On a des très grosses communautés maghrébines, africaines, Amérique latine, mais alors vietnamien, on n'en a pas. Alors, oui, ça serait bien de trouver quelqu'un de sa culture avec qui elle pourrait s'exprimer, parce que qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'elle a vécu, le rapport à la langue maternelle, enfin, il y a plein de choses. Oui, mais c'est vrai. Mais si elle ne parle pas, c'est très difficile de le savoir. Alors, elle a un mari. Pas d'enfant, mais un mari. Quelqu'un a vu le mari en disant il a l'air gentil, parce qu'on s'est dit... oui, il est vietnamien également? Il est vietnamien, il parle français. Ah, bah alors, il pourrait lui peut-être vous donner quelques pistes, enfin, ou au moins lui poser la question, ou lui peut-être dire que cela vous inquiète un peu, vous préoccupe, ça Ah, mais on est... Alors, c'est étrange, parce que elle est murée, quoi. Il y a un mur. C'est pour ça, oui, je me demandais, c'est pour ça que j'ai parlé, je dis, est-ce que c'est du mutisme ou... Parce que qu'est-ce qu'il y a derrière ce... On ne sait pas. Ça serait intéressant de voir quel rapport elle a déjà elle-même à l'oral avec sa propre langue. C'est pas pour rien qu'on parle de langue maternelle aussi. Hein. Il y a plein de choses qui se jouent. Dans quelles conditions elle est arrivée ici? Oui, alors, c'est assez délicat, quoi. Oui, c'est ça. C'est des gens qui ont parfois des histoires très compliquées, pour ne pas dire douloureuses, hein, derrière eux. Oui. Alors, la difficulté, je vous le dis, c'est que, comme on ne connaît pas ses relations exactes avec son mari, ça risque d'être pire. Enfin, je ne sais pas, c'est difficile, hein. Vous êtes tous des bénévoles dans... Oui. C'est pas facile, hein, dites-moi, parce que comme vous dites, on vous apprend, il y a une méthode, enfin, parce que comment... qui est-ce qui vous donne un minimum de formation, j'imagine, quand même? Non. Ah bon? Vous le faites comme ça, en tâtonnant? Alors, bon, on a bien des grammaires, des appuis écrits. Mais, si vous voulez, c'est ça qui est tellement passionnant. Oui. C'est que on se découvre soi-même des talents cachés et des trésors de patience, hein. Mais elle vous apporte tellement d'un autre côté que bon, c'est donnant, hein. Donc on fait ça avec plaisir, même quelquefois plus que ça. Mais là, on ne peut pas dire que ce soit un échec. Nous ne sommes pas spécialisés, mais on ne sait plus quoi faire, quoi. Oui, mais parce que c'est compliqué, hein, le langage. Peut-être que là, ça serait important aussi par moment, peut-être à travers des interventions extérieures de professionnels, je pense même à des orthophonistes. Alors, j'ai bien pensé. Peut-être vous aussi, parce que c'est la tâche c'est merveilleux, le travail que vous accomplissez, et c'est en même temps ardu. Parce que c'est vrai que dans ce... On ne sait pas comment qualifier au fond le fait c'est du mutisme, un blocage. La particularité quand même du langage pour un être humain, c'est qu'il faut comprendre qu'on n'apprend pas à parler. On parle quand on en éprouve le désir, quand le moment est venu pour le petit enfant. Oui. Et alors pour l'adulte c'est encore différent, mais un adulte qui est en situation d'exil, enfin, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, ce qui est troublant évidemment, c'est que cette dame écrit parfaitement le français, le lit, est à même de le lire, donc de comprendre. Eh bien, justement, on ne sait pas. On ne sait pas si elle le comprend. Si elle l'écrit. C'est pas... Si elle l'écrit... Écoutez, il y en a beaucoup qui lisent, enfin beaucoup, selon l'avancement des personnes. Il y en a qui déchiffrent, mais qui sont tellement absorbés par le déchiffrage qu'elles n'ont pas compris le texte. Ça c'est vrai, on le voit aussi bien sûr avec les... Oui. Voilà, donc chaque fois qu'on les fait lire, on leur demande ce qu'elles ont lu. Et c'est compris ou pas. Là, on ne peut pas savoir. Alors, l'orthophoniste, quelqu'un m'a dit, faites-lui faire un bilan par un orthophoniste, mais si elle ne parle pas... Elle entend bien ? Apparemment, oui.
Qu'est-ce qui vous fait dire oui apparemment? C'est-à-dire ouais. Parce que quand on lui dit bonjour, elle tourne la tête, elle dit bonjour. Si elle nous fait un grand sourire. Oui, elle ne dit pas bonjour dans sa langue, elle dit... Ah non. De toute façon, elle y trouve quelque chose, puisque vous dites, elle vient, elle est très motivée. Ah oui, cette dame. Et alors elle écrit, elle est étonnante. Hein. Mais voilà, c'est ça. Mais vous ne connaissez rien de son histoire, c'est compliqué d'entrer en relation. Et avec le mari, vous craignez, ne sachant pas les relations, vous voulez pas trop. Mais au moins lui demander, dire, est-ce que pour elle c'est une gêne au fond de ne pas parler? Ou est-ce que... Ah oui. Au moins lui poser la question, peut-être. Oui. Non, mais on a essayé. Hein. Et est-ce que, c'est vrai, moi je vois un petit message de Brigitte qui dit, est-ce qu'il n'y aurait pas dans votre ville une personne de la même origine, bilingue, qui pourrait essayer au moins de lui parler? Parce qu'il y aurait peut-être un peu un appel à faire. Oh non, malheureusement, on n'a pas trouvé. Mais... Parce qu'il y a quand même, alors je ne sais pas où vous trouvez, mais... Alors en banlieue parisienne, mais... Oh, quand même, il y a une communauté... Alors, oui, sri-lankaise, de toutes sortes d'origines, mais alors, là... Et avec l'ambassade, en demandant, finalement, pourquoi pas? Et alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire par l'ambassade? Dire, écoutez, est-ce que, je sais pas, ils ont peut-être des interprètes, au moins leur poser la question. Déjà, ça, par rapport à l'association, peut-être qu'ils vous donneraient les coordonnées d'une structure aussi. Oui. Enfin, vous voyez, ça pourrait être... Je sais qu'il existe une consultation pour étrangers qui ont subi des... Et oui, c'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça, c'est qu'on ignore tout au fond d'elle, de son parcours, de son histoire. Quel âge elle a, cette dame? Moi, je dirais 45 ans par là. Qu'est-ce qui fait qu'est-ce qu'elle a vécu? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est de l'ordre d'un blocage, d'ordre psychologique? Est-ce que c'est autre chose? C'est compliqué. C'est très difficile. Et on veut pas... On veut pas aggraver. Et c'est là où peut-être faire appel à des professionnels à l'extérieur pourrait aussi vous apporter, vous donner une réflexion, parce qu'il y a des situations comme celle-là où vous êtes bien embêté, je comprends. Bon courage, en tout cas, et bravo pour ce que vous faites, parce que c'est formidable. Hein. Bon courage. Au revoir. Au revoir. Je vous souhaite une très belle nuit à l'écoute d'Europe 1. Il est maintenant 1h du matin et vous retrouvez Christophe Ondelat.